Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 7 juillet 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché avec les bourses européennes qui ont terminé en hausse lundi, dans le sillage des places chinoises, puisque les investisseurs espérant qu'un redressement de la deuxième économie mondiale soutiendra la croissance mondiale malgré l'aggravation de la crise sanitaire aux États-Unis. Alors en effet, le tempo de la séance en Europe et celle de Wall Street a été donné par les bourses asiatiques, avec en Chine un gain de quasiment 5,67% pour l'indice CSI 300 des principales capitalisations, au plus haut depuis juin 2015, et un bond de 5,71% du SSE Composite de Shanghai, un pic depuis avril 2019. Alors, cette envolée, elle est essentiellement due notamment par la publication d'un éditorial du China Securities Journal, ça équivaut à peu près au Wall Street Journal pour le côté US, avec une publication contrôlée par l'État, selon lesquelles l'économie chinoise se redresse et attire des capitaux étrangers, encourageant les investisseurs à favoriser un marché haussier sain. Cela dit, c'est aussi l'un des critères qui montre l'arrivée tardive des particuliers, puisque suite à cette annonce dans le journal, on a eu une euphorie, on va dire, auprès des particuliers chinois qui se sont précipités pour acheter des actions, que ce soit de la tech ou de la santé. Donc, encore une fois, c'est un des signes qui montre soit une euphorie, soit l'éclatement d'une bulle en général. C'est un des symptômes, encore une fois, lorsque les particuliers arrivent très tardivement sur le marché, en général, souvent derrière, il y a souvent un gros sell-off. Et là, c'est le sentiment du FOMO, la fear of missing out, donc la peur de rater quelque chose, et donc l'ensemble des particuliers se précipitent pour acheter des actions après un rebond de entre 45 et 50% sur le Nasdaq. C'est pas comme s'il s'était positionné sur le point bas, le creux du mois de mars. Là, on est actuellement sur les plus hauts historiques, donc prudence face à ce comportement, on va dire, moutonnier. Les statistiques continuent d'illustrer l'amélioration de la conjoncture en Europe. Les ventes en détail, elles, ont bondi de 17,8% en mai, une hausse sans précédent, et les commandes industrielles allemandes ont augmenté de 10,4% en mai. Côté US, Wall Street a aussi terminé en nette hausse lundi, soutenu par l'annonce d'une croissance inattendue de l'activité dans le secteur des services en juin aux États-Unis, et sur un fond, comme je vous le disais, d'optimisme pour la croissance économique en Chine. Alors, comme la semaine dernière, les signes d'amélioration de la conjoncture économique prennent le pas aux yeux des investisseurs sur les risques liés à l'augmentation des cas d'infection par le coronavirus dans le monde entier, et particulièrement aux États-Unis, où on a quand même 15 États ont enregistré une hausse record du nombre de nouveaux cas de Covid au cours des 4 premiers jours de juillet. Alors, côté indicateur, effectivement, l'activité du secteur des services aux États-Unis a accéléré plus que prévu en juin pour renouer avec la croissance. L'indice ISM remontant à 57,1, un plus haut depuis février, contre 45,4 le mois précédent, alors que le consensus attendait, on va dire, 50,1. Bien évidemment, autre soutien à la tendance, la tech. L'action Amazon a dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 3000 $ pour clôturer à 3000, quasiment à 3060 $. On a eu quasiment une hausse de quasiment, il me semble, 5% sur le titre Amazon hier. Enfin, on a Tesla. J'ai envie de dire vers l'infini et l'au-delà, Tesla toujours plus, qui a gagné quand même 13,5%.
dopé par des relèvements de l'objectif de cours de plusieurs analystes après l'annonce jeudi dernier de livraison plus importante que prévu de véhicules au deuxième trimestre. Ici, côté macro, alors ce matin, petite surprise, on a la Commission européenne qui s'attend à ce que le PIB se contracte finalement pas de 8, mais de 8,7% dans la zone euro cette année, une baisse nettement plus profonde que les 7,7% prévus en mai. Et les prévisions de l'Union européenne sont désormais plus pessimistes que les prévisions du consensus BBG, l'actuel consensus, qui prévoit donc une contraction de moins 8% pour la zone euro. Dans tous les cas, on est quand même sur une contraction historique. La Commission européenne s'attend à 8,7 alors qu'elle était sur 7,7 avant. Et dans l'ensemble, le consensus table, lui, sur une contraction aux alentours de 8%, mais cela reste tout de même un chiffre assez historique puisqu'on est vraiment dans une récession assez profonde pour la zone euro. Ici, c'est un graphique qui permet de prendre du recul sur la situation actuelle et, encore une fois, d'avoir une stratégie de rotation sectorielle. Comme vous le savez, la bourse est cyclique et les opérateurs procèdent bien évidemment à des stratégies sur les actions et on a, en fonction du cycle économique, des rotations sectorielles. Et alors là, ça permet de montrer une nouvelle fois que des investisseurs ayant opéré une stratégie, enfin, du moins la meilleure stratégie sur les techs et la santé, eh bien, on constate que le S&P 500 retraité, on va dire, si le S&P 500 était des techs de la santé en incluant Amazon et Google, on aurait une hausse de quasiment plus 23%, avec un S&P qui serait quasiment à 4000 points. Alors actuellement, le S&P tourne autour des 3150 points. Donc imaginez le rebond incroyable que les techs et la santé ont produit au sein du S&P. Donc là, on sera plus 23,2%. Alors que si le S&P retraitait des techs et de la santé, si les personnes du moins avaient investi plutôt sur le S&P retraité des techs et de la santé, là on serait sur une performance de moins 10,4% et on aurait un S&P aux alentours de 2800 points. Donc encore une fois, toujours très important de diversifier son portefeuille, j'ai envie de dire, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de savoir profiter, bien évidemment, des secteurs qui ont su tirer leur épingle du jeu. Donc, cette année, en tout cas en 2020, face à la crise du coronavirus, eh bien, c'est la digitalisation, les techs et la santé qui ont profité, on va dire, de l'argent fraîchement imprimé de la Fed qui s'est dirigé essentiellement sur ces secteurs. Enfin, au cas où vous l'auriez manqué, le Nasdaq établit un nouveau record. Pour la première fois, les actions d'Amazon ont dépassé les 3000 $, donc on atteint quand même un niveau psychologique clé. Juste pour mettre les choses en perspective, je vous avais montré un graphique la semaine dernière de la capitalisation boursière combinée des FANGMAN, donc Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple et Nvidia, qui avait atteint un nouveau record, 6 750 milliards de dollars. Et hier, on a pulvérisé ce record puisqu'on a atteint 6 910 milliards de dollars, soit le PIB combiné du Japon et de l'Italie. Donc, pour moi, nous sommes actuellement en pleine euphorie sur le Nasdaq. La séance d'hier l'a clairement montré. Les particuliers chinois qui se sont rués sur les techs
en plein rebond, enfin je veux dire après un rebond de quasiment 50%. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que on est dans une parabole actuellement sur le Nasdaq. Certains estiment qu'il y a une bulle actuellement qui est en train de se construire, même si les secteurs de la tech ont montré qu'elles étaient plutôt résistantes face à l'épidémie de coronavirus. Toutefois, on a quand même une arrivée massive des particuliers ici. Voilà, sur ce niveau-là, ils ne sont pas rentrés dans le marché ici, mais beaucoup sont rentrés ici, comme ça a été le cas hier. Et comme je vous le disais, c'est un symptôme précurseur soit d'un énorme sell-off à venir, soit de la construction d'une bulle et donc de l'éclatement. Encore une fois, depuis le point bas ici jusqu'au 10 433, le Nasdaq a pris quasiment 52%, donc plus de 50% en seulement 3 mois. J'estime que la prudence est donc de mise et que face un peu à cette euphorie, les excès engendrent des excès et que nous ne sommes pas à l'abri de quelques surprises et que je ne serais guère étonné de voir un sell-off d'environ 10-15% sur le Nasdaq au cours des prochaines semaines. Côté graphique, on va s'intéresser au CAC 40 qui cède du terrain ce matin après l'euphorie sur la place asiatique hier. On assiste maintenant à une correction de l'indice. Et je n'aime pas trop la configuration actuelle. Pourquoi? Comme évoqué hier, je vous disais que le pivot clé, c'est les 5050. Pourquoi? Parce que c'était le niveau du range qu'on avait travaillé durant, du moins c'était la borne haute du range qu'on avait travaillé durant le mois de juin, essentiellement. Donc techniquement, la cassure de ce niveau était censée délivrer un signal technique haussier pour aller chercher les 5250. En début de semaine, hier, on est parvenu à s'extraire de ce niveau clé, qui pour moi est quand même, voilà, clairement, on voit très bien que c'est un énorme niveau. On l'avait franchi une fois, qu'on l'avait repassé dans l'autre sens, et là, de nouveau. Et le fait qu'on franchisse ce niveau hier avec une ouverture à +3, derrière, le flux ne prend pas. Donc, on gap à la hausse ce niveau hier, on gap à la hausse, le flux ne prend pas, on gap à la baisse. Donc là, techniquement, ça ressemble à un essoufflement ou à ou j'ai envie de dire à un réveil en tout cas des baissiers. De plus, la configuration ressemble très fortement à une étoile du soir actuellement. Alors, un peu particulière étant donné qu'on est censé avoir une bougie verte, gap, de nouveau un gap, et on retrace à l'intérieur du corps vrai précédent de la première bougie. Là, on a une bougie rouge, mais techniquement, si on décrypte la psychologie des 3 dernières bougies, on a le sentiment que ça cale, en tout cas. Que ça cale et que les baissiers pourraient prendre l'avantage. Pour le moment, on va retourner dans l'ancien range, mais je suis en alerte étant donné que le niveau des 5050 points, pour le moment, eh bien, on n'arrive pas à le tenir. Tant que les acheteurs ne tiennent pas ce niveau, eh bien, on pourrait très bien retomber encore une fois sous les 4930 points. Et si on enfonce les 4930 points, alors là, très clairement, le triangle sera invalidé. L'objectif semblait quand même un peu ambitieux. On a une grosse résistance à 5250, mais là, il va vraiment falloir s'extraire des 5050 points. Sous ce niveau, clairement, les baissiers pourraient prendre l'avantage
et enfoncer le clou, de ce fait, annuler le triangle. Donc la clôture en données 4 heures, on n'a pas beaucoup d'informations, je trouve. Une réintégration de range, ça ressemble à un bull trap. Voilà, là j'ai le sentiment en tout cas qu'on a fait un bull trap. Et ce bull trap se construit en plus sur une configuration de prix pas très jolie, qui ressemble à une étoile du soir, donc un pattern de retournement. Donc, à surveiller en tout cas, car la semaine pourrait être déterminante ensuite pour les prochains jours. Concernant le DAX, eh bien c'est même constat, ce sentiment d'avoir une étoile du soir en formation. Seulement, on est censé avoir une bougie rouge, une bougie verte ici. Là, on a une bougie rouge, mais ça cale et on repasse sous le pivot clé évoqué hier, qui est les 12 575 points. Donc finalement, est-ce que ça va pas partir dans un range, vous voyez, ici? J'invite à la prudence. On a des bourses US qui sont complètement perchées actuellement, surtout le Nasdaq. Donc forcément, si on a une correction sur le Nasdaq, l'indice, on a pas mal de valeurs technologiques sur l'indice allemand. Donc forcément, ça subira une correction aussi. Et là, derrière, si on est vraiment dans un range finalement et qu'on a un triangle qui a avorté, on a des signes de faiblesse, voire de retournement. Et derrière, on est en train d'enfoncer le pivot clé de la semaine à 12 575 points. On fera le point demain, mais attention, car on est monté sur de l'euphorie hier, très clairement, on est monté sur du vent. Il n'y avait aucun catalyseur. Et derrière, si le marché ne prend pas, ne paye pas, on pourrait assister vraiment à une correction à venir sur les prochains niveaux de support. Le Dow Jones et l'Europe, voilà, c'est aussi ça le sentiment, c'est on a une Europe qui surperforme très clairement. Là, si on prend le point haut ici, on est quasiment à, voilà, on se retrouve même, on a 5% du plus haut, et sur le DAX, là on a fait la séance dans le rouge, mais vous voyez, on était quasiment retourné sur les plus hauts, sur le DAX et sur le CAC, qui surperformaient, sans compter la séance d'aujourd'hui, car là les futurs sont dans le rouge, donc si je prends la séance ici de la veille, on n'était qu'à 2% en clôture hier. Alors que sur le Dow Jones, en clôture, il restait quand même 5%. Donc on a une Europe qui surperforme pour le moment actuellement. C'est très rare. Et ça peut créer des arbitrages un peu particuliers de la part des investisseurs. Et surtout, la grande question, c'est est-ce que l'Europe est capable de surperformer les États-Unis? Ça arrivait très peu de fois au cours des précédentes années. Ça arrive de temps en temps, une fois par an. Là, actuellement, c'est le cas. On assiste à une surperformance. Est-ce que les investisseurs préfèrent acheter des actions européennes étant donné la recrudescence de nouveaux cas de Covid aux États-Unis, ce qui inquiète donc sur la future reprise en V anticipée par les bourses? De ce fait, est-ce que le CAC est capable de performer? Est-ce que du moins les bourses européennes sont capables de performer, de surperformer en tout cas les indices américains pour les jours ou semaines à venir, ou au contraire, si on assiste à un sell-off sur les bourses US, derrière, forcément, les bourses européennes vont aussi lâcher du terrain. Voilà un peu le scénario dans lequel on est confronté actuellement. Alors, je ne prends pas le Nasdaq parce que le Nasdaq, on est complètement perché sur des plus hauts historiques, mais là, pareil, on a le sentiment que ça arrive, que ça va coincer au bout d'un moment. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, tous ces éléments font que on assiste vraiment à
à quelque chose de particulier sur l'ensemble des indices, entre un Nasdaq complètement perché, un Dow Jones qui sous-performe et des bourses européennes qui ont décidé de se réveiller et depuis maintenant le 8 juin, finalement surperforment les États-Unis, enfin du moins les bourses américaines, essentiellement le Dow Jones. Donc voilà l'environnement global dans lequel on est confronté. Et attention, j'ai envie de dire, car la moindre étincelle pourrait vraiment provoquer quelques secousses. Donc la prudence est de mise et on navigue un peu en eau trouble, je trouve, sur l'ensemble des indices, car c'est rare d'assister à une surperformance. D'un côté, force est de constater que c'est le cas. De l'autre, des valeurs complètement parchées, des indicateurs complètement surachats. De ce fait, une correction sur les valeurs de la tech entraînerait bien évidemment une correction sur le Dow Jones et sur les places européennes. Donc la situation est vraiment délicate et assez particulière. Et là, le Dow Jones, encore une fois, on a le sentiment que c'est un range. Un range, on avait aussi éventuellement ce triangle. Est-ce que ce triangle va prendre? Pas évident. Honnêtement, c'est très contrasté. Voilà, c'est contrasté actuellement la semaine. Des triangles, on avait des triangles sur l'ensemble des bourses. On voit que ça cale, hein, que ce soit le DAX ou le CAC. Là, le Dow Jones, c'est pareil. Finalement, est-ce que c'est pas un range et on va buter ici? Au contraire, retomber. J'ai le sentiment que le marché est un peu perdu, qu'on navigue en eau trouble et que on est dans une forte indécision, en tout cas. On évolue en ordre dispersé, très clairement, que ce soit sur les bourses européennes, le Dow Jones, le Nasdaq, on évolue clairement en ordre dispersé. Le prochain catalyseur sera bien évidemment, du moins ça a commencé cette semaine, mais en douceur, mais ce sera les résultats micro à venir la semaine prochaine. Donc là, c'est clairement l'un des catalyseurs de l'été et cela devrait logiquement donner le tempo pour la suite et permettre d'avoir un peu plus de visibilité sur ce chantier, on va dire, assez technique des principales bourses mondiales. L'euro USD. Pareil, l'euro USD qui s'est envolé hier suite aux bons chiffres des ventes au détail. Mais ça retombe. On est venu casser les 1,1270. Derrière, le flux ne prend pas. On s'est arrêté encore une fois pile poil sur la MM200 oblique baissière, quasiment en point près, sur mèche pour le moment, ce qui montre à quel point c'est le pivot. C'est le pivot clé à franchir pour se positionner en swing. Voilà, pour moi, c'est 1,1350. 1,1350, on casse. Le plan n'a pas changé. Pour moi, ici, c'est de l'indécision. Voilà, là, c'est 6 semaines d'indécision, de consolidation. Très clairement, le Forex, actuellement, c'est du range. Et les pivots clés n'ont pas changé. Pour les baissiers, c'est 1,1180 pour aller chercher 1,1075 et voir le seuil psychologique des indices qui correspond au retracement de 50% du rallye haussier. Donc 1,1075, 1,10, seuil psychologique, retracement de 50%. Pour les haussiers, clôture au-dessus des 1,1350 en hebdomadaire pour viser 1,14,6 et 1,1530. Voilà. On ne peut pas faire plus clair sur l'euro-dollar. Et en données 4 heures, et bien finalement, le sentiment, on avait ce triangle, mais ça ne prend pas. J'ai le sentiment qu'on est dans un range. Voilà. Un énorme range de consolidation qui correspond en hebdomadaire aux zones que je viens de vous expliquer. Et donc, trading range pour les traders intraday entre ces deux bornes. Pour les autres, attendre la cassure d'une des deux bornes pour se positionner et accompagner le flux à venir.
L'euro CHF, pareil, toujours dans son range un peu larvé. On a fait une fausse sortie en fin de semaine dernière. Mais on est sur pivot, on est sur une zone hebdomadaire. Si on se remet sur une unité un peu plus longue, voilà, on flirte avec les 1,0625, 1,0630, donc zone de polarité hebdomadaire. On est dessus, on est très clairement, voilà, on est pile poil dessus. En dessous, grande probabilité d'aller chercher les 1,05 parce qu'il n'y a pas de gros niveau derrière. Donc en journalier, alors on a clôturé pile poil la semaine vraiment dessus. On tente l'avalement, quasiment, on tente l'avalement. Hier, alors ça retombe, on réintègre la moyenne mobile 50, donc techniquement signe assez fort. Et si on affine, voilà, c'est réintégration du range qu'on avait ici. Donc on peut essayer de tracer un nouveau range. Voilà. Si je peux bien me le prendre. Voici le nouveau range sur l'euro CHF. Pour le moment, ça tient. On a eu un petit avalement. Mais la neutralité prévaut, j'ai envie de dire, étant donné qu'on est quand même encore on est prisonnier entre deux niveaux, 1,0630, 1,0665. L'euro, pareil, a profité de l'euphorie chinoise hier et certes des bons chiffres concernant les ventes au détail, mais rien n'indique une reprise en tout cas, pour l'instant. 1. Surveiller le franchissement des 1,0665. Le gros niveau technique pour moi, c'est les 1,0735. Et par contre, une bougie flux sous les 1,0630 risquerait de renvoyer en tout cas l'euro sous ses plus bas annuels. Enfin, le NZD-USD, on fera le point dans les stratégies bourse cet après-midi. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas être présents, eh bien, voici un plan que j'avais noté. On a quand même une magnifique oblique baissière qui passe par tous les plus hauts, qui vient coiffer les prix en place depuis 2015. Obstacle, actuellement, on est venu la travailler une première fois, deuxième fois ici, on est en plein dedans. Donc une résistance de taille en hebdomadaire, une oblique baissière. En journalier, eh bien encore une fois, un sentiment de trading range à venir. Une tentative d'avalement sur la borne haute actuellement, un range sur l'oblique, borne haute du range, sentiment aussi en cas de cassure de ce niveau, eh bien d'un double top. Et en données 4 heures, formation d'une divergence qui vient d'être validée. Un très joli setup vient de se mettre en place sur le NZD-USD. Borne haute du range, chandelier d'hésitation, quasiment de retournement. En daily, on tente l'avalement, on bute sur l'oblique et on valide une divergence baissière. Donc, techniquement, l'objectif, c'est un retour sur le milieu du range, le bas du range pour la stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Et pour les plus patients, j'ai envie de dire, peut-être viser une cassure pour déclencher un double sommet et ainsi viser les 0,6245. Donc là, c'est plutôt une opportunité, on va dire, de trade en swing trading avec plusieurs paliers à surveiller, milieu de range, borne basse, et puis derrière, si ça casse, eh bien, ça offre, on va dire, un trade avec un excellent ratio risque-reward. Donc, bien évidemment,
c'est à vous de gérer votre risque en fonction de votre profil de trading. Les matières premières avec le gold, mais pas grand-chose à dire sur le gold, hein, si ce n'est que c'est haussier sur toutes les unités de temps. Qu'on travaille la résistance des 1790 et 1800 et que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de visibilité, j'ai envie de dire. Et qu'on est prisonnier entre les 1750 et les 1800, et qu'encore une fois, il ne faudrait pas qu'on repasse sous les 1750, sinon on aurait quelques signes d'essoufflement de la tendance. Mais d'un côté, on prend quand même plus 17% depuis le début de l'année, on est au-dessus d'une énorme résistance, et il est légitime qu'on assiste à une consolidation. Donc, en données 4 heures, en données daily, pas grand-chose à dire. En données 4 heures, range à venir, on a franchi l'oblique baissière, mais c'est pas parce que on franchit notre oblique, enfin, du moins, ou la borne basse du canal, qu'on a un retournement. On peut très bien avoir une consolidation de marché. Et je verrai bien en donner 1 heure un range à venir. Une phase de latéralisation, tout simplement. Alors, pour le moment, ici, si j'enlève ça, voilà. Mais tendance haussière, objectif majeur atteint, manque de carburant, manque de peps, ce qui est tout à fait légitime. On casse, et puis phase de latéralisation, dans l'attente d'un nouveau catalyseur ou d'un nouveau flux haussier qui permettrait de casser cette zone, et peut-être en daily dégonfler l'indicateur. Surtout ça qui est intéressant de noter, c'est qu'en général dans les phases de consolidation, vous voyez, ça permet de dégonfler les indicateurs. Et là pareil, on était quasiment sur les niveaux des surachats, donc consolidation, ça permettrait de dégonfler l'indicateur RSI pour, comme on dit, reculer pour mieux sauter et casser cette résistance pour aller chercher 1880 et puis 2000 $ à moyen long terme. Le Brent, dans l'attente d'un signal, le plan n'a pas changé. Échec, encore une fois, sur la borne haute de ce triangle ascendant, ce qui montre à quel point ce niveau de résistance est pertinent. Mais sans signal, eh bien, il n'y a absolument rien à faire sur le pétrole pour le moment. Là, c'est une bataille d'acheteurs et de vendeurs. On est prisonnier entre deux gros niveaux. Donc, encore une fois, il faut prendre son mal en patience. Ce serait quand même bien qu'on sorte très rapidement, parce que là, plus on s'approche de l'apex, comme vous le savez, plus on a le sentiment qu'on va assister à un triangle larvé ou qu'il risque de dysfonctionner. Donc là, il faudrait qu'au plus tard, même vendredi, ça me semblerait un peu tard, en tout cas d'ici la fin de la semaine, il faut qu'on ait une sortie. Et les objectifs, eux, n'ont pas changé. 1, comblement du gap, 2, MM200. Et là, ce serait un retour sur les 37,3. Et en données 4 heures, voilà. On est venu chercher l'oblique, fausse cassure de la borne haute, ça retombe. Mais c'est encore trop tôt pour affirmer dans quel sens le marché va décider de sortir. De ce fait, on attend, on surveille les niveaux techniques et on attend un signal. Le light, c'est la même chose, seulement que c'est moins propre que sur le Brent. On n'a pas une figure chartiste qui nous indique clairement les niveaux à surveiller, mais on a tracé la zone hebdomadaire de résistance située à 42,2
41,55 et la zone de support trimestriel à 37,75. Et tout le reste, c'est de l'hésitation, on travaille, on joue entre ces deux niveaux, le marché tricote. Et encore une fois, les personnes qui vont faire du trading range, eh ben, attendront un signal de retournement assez puissant ici, ou la cassure du support dans l'autre sens. Après, bien évidemment, le Brent pourrait lui donner un signal précurseur sur le WTI. Étant donné que si le Brent corrige de 3-4%, bien évidemment, le WTI devrait lui aussi subir une correction. C'est pour ça que je préfère me focaliser un peu plus sur le Brent, qui techniquement est plus propre, alors que le WTI, lui, on est dans un range, mais on est dans une phase un peu léthargique, un peu larvée, un peu un range ascendant, on va dire. Voilà. On n'a pas un range à l'horizontale, mais un range un peu ascendant entre ces deux gros niveaux. Toutefois, rien n'empêche de trader les deux bornes en surveillant des signaux techniques majeurs. Enfin, pour terminer, la crypto-monnaie Bitcoin. On a eu une belle bougie flux hier, plus 3 quasiment, mais pas de quoi s'emballer. Pas de quoi s'emballer, hein. C'est aussi dû à l'euphorie qu'on a eue hier sur l'ensemble des bourses. Et puis, on est quand même toujours sous la zone de polarité, hein. On est toujours sur les 9006. On a sauvé la bande basse du canal, certes, mais bon. On reste quand même. Oui, sous cette zone de polarité, 9006, 9003, moyenne mobile 200 qui vient coiffer les prix encore, enfin, qui monte, qui vient renforcer le niveau des 9006, 9003. Prisonnier, pas grand-chose. Caler une petite oblique baissière, hop, qu'on est venu chercher ici, très intéressant. Voilà. Mais ça part un peu dans tous les sens. Canal, oblique, rectangle, vous voyez, il y a ce que j'appelle du bruit de marché, des parasites. C'est des parasites tout ça. Donc encore une fois, on filtre, on se met en hebdo, et ça permet de nettoyer, d'épurer le graphique et de se rendre compte que les niveaux n'ont pas changé. Voilà. Donc je me répète, je sais, mais encore une fois, c'est des éléments de marché qui évitent de se faire piéger et d'éviter ces faux signaux, ces parasites, ces bruits de marché qu'on a depuis quasiment 2 mois en fait sur le BTC. Donc, l'importance des unités de temps supérieures qui permet de filtrer et d'y voir un peu plus clair, en tout cas sur les perspectives à venir pour la crypto-monnaie. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien du briefing dans la description de la vidéo. Et pour rappel, on se retrouve cet après-midi à 14 h pour les stratégies Forex Bourse tous les mardis, comme tous les mardis. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et soyez prudents et on se retrouve donc demain pour un nouveau point sur les marchés.